Jérôme était un prodigue dont les débordements avaient été criants. Il les avait poussés jusqu'au hideux du libertinage. Son excuse peut-être pouvait se trouver dans son âge et dans ce dont il s'était entouré au-dessus de l'île d'Elbe. Il semblait d'ailleurs avoir beaucoup gagné de donner de grandes espérances. Et puis il existait un beau témoignage en sa faveur. C'est l'amour qu'il avait inspiré à sa femme, la conduite de celle-ci lorsqu'après ma chute, son père, ce terrible roi de Württemberg, si despotique, si dur, a voulu la faire divorcer, est admirable. Cette princesse s'est inscrite dès lors de ses propres mains dans l'histoire. À notre grand regret, on est venu annoncer le dîner. L'empereur a continué d'être fort causant toute la soirée, parcourant comme en famille une foule d'objets divers, principalement la conduite d'un grand nombre de personnages pendant son absence et lors de son retour. Il ne s'est retiré qu'à minuit, et en terminant par ces paroles. Qu'est-ce en ce moment la France Paris? Et que serait-il de nous d'aujourd'hui à une an? 20. J'écris à M. Bacom qui m'avait prévenu être chargé de nous fournir nos besoins aux frais du gouvernement anglais. Crayons les moyens de mon passé, je vais résolu de ne profiter nullement de cet avantage et que je le priais de s'autoriser auprès du gouverneur à recevoir de moi une nouvelle traite sur l'Angleterre. Ce dont nous ne pouvions user sans sa permission spéciale, je voulais demeurer libre de reconnaissance et qu'elle ne peut me gêner en rien dans les justes et tristes droits des reproches et des imprécations. L'empereur est monté en calèche de fort bonne heure. Aurais-tu vers 3 heures, il me fait le suivre dans sa chambre. Je suis triste, ennuyée, souffrant, m'a-t-il dit. Asseyez-vous dans ce fauteuil, tenez-moi compagnie. Il s'est étendu sur son canapé et a fermé les yeux. Il s'est endormi et moi, je l'ai éveillé. Sa tête était découverte. J'étais à 2 pas de lui. J'ai contemplé son front, ses fronts où je disais Marengo, Austerlitz et cent autres actes immortels. Quelles étaient en ce moment mes idées, mes sensations? Quand le juge, si l'on peut, moi, je ne saurais le rendre. L'empereur, au bout des 3/4 d'heure, s'est levé, a fait quelques tours dans sa chambre, puis il lui a pris fantaisie d'aller visiter toutes les nôtres, en énumérant en détail les inconvénients de la mienne. Il en riait d'indignation et a dit en sortant, non, je ne crois pas qu'il y ait des chrétiens plus mal abrités que cela. Après le dîner, l'empereur a essayé de parcourir la caravansérie de Sarrazin. Il en a effleuré plusieurs contes sans s'y arrêter. Après quelques pages de l'un d'eux, il a dit « La morale va être sans doute que les hommes ne changent jamais, ce qui n'est pas vrai. Ils changent en mal et même en bien. Il en est ainsi une foule d'autres maximes consacrées par les auteurs, toutes également fausses. Les hommes sont ingrats. Disons-ils, non, il n'est pas vrai que les hommes soient aussi ingrats qu'on les dit. Et si l'on
a si souvent à s'en plaindre, c'est que d'ordinaire la bienfaiteur exige encore plus qu'il ne donne. On vous dit encore que quand on connaît le caractère d'un homme, on a la clef de sa conduite. C'est faux. Tel fait une mauvaise action qui est foncièrement honnête homme. Tel fait une méchanceté sans être méchant. C'est que presque jamais l'homme n'agit pas l'acte naturel de son caractère, mais par une passion secrète du moment réfugié caché dans le dernier repli du cœur. Autre erreur, quand on vous dit que le visage est le miroir de l'âme, le vrai est que l'homme est très difficile à connaître et que pour ne pas se tromper, il faut ne le juger que sur ses actions. Et encore faudrait-il que se fût sur celle du moment et seulement pour ce moment. Au fait, les hommes ont leurs vertus et leurs vices, leur héroïsme et leur perversité. Les hommes ne sont ni généralement bons, ni généralement mauvais, mais ils possédent et exercent tout ce qu'il y a de bon et de mauvais ici-bas. Voilà le principe. Ensuite, la naturelle, l'éducation, les accidents font les applications. Hors de cela, tout est système, tout est erreur. Tel a été mon guide, et il m'a réussi assez généralement. Toutefois, je me suis trompée en 1814 en croyant que la France, à la vue de ses dangers, allait ne faire qu'un avec moi. Mais je ne me suis pas plus trompée en 1815 au retour de Waterloo. L'empereur ne se sentait pas bien. Il s'est retiré de forte bonne heure. Le gouverneur, arrêtant lui-même une domestique lecture de la Bible, livre saint. 21. L'empereur a continué d'être souffrant. Nous n'avons pas moins été en calèche comme des coutumes. Au retour, nous avons trouvé que le gouverneur était venu pendant notre absence et qu'il avait arrêté lui-même un de nos domestiques, dernièrement au service du sous-gouverneur Skelton. Et depuis peu de jours, à celui du général Montholon, en l'apprenant, l'empereur a dit: quelle turpitude! C'est énorme! Un gouverneur, un lieutenant général anglais a arrêté lui-même un domestique. Vraiment, c'est pas trop dégoûtant. Le grand maréchal est venu nous joindre. Nous annonçons l'arrivée d'un vaisseau magasin parti d'Angleterre le 8 mars. Après le dîner, l'empereur a demandé: qu'allions-nous ce soir? On s'est accordé pour la Bible. C'est assurément bien édifiant, disait l'empereur. On ne le devinerait point en Europe. Et il nous a lu le livre de Judith, observant à presque chaque lieu, chaque ville ou village qu'il nommait. J'ai campé là, j'ai enlevé ce poste de sceau, j'ai donné bataille dans celui-là,